j'aimerais bien qu'on commence par parler de ta formation initiale. Mmh. Parce que tu m'avais dit que, grosso modo, tu avais eu les conditions quand même rêvées pour ta formation. Vous étiez 6, si je me Ouais. souviens bien. Donc franchement, c'est cool, quoi. Parce qu'on est très vite dans des groupes où on est 20, 25, et cetera. Combien d'heures tu avais là-bas? À l'académie, en tout cas, c'était du temps plein. A après, avant, j'ai fait 11 ans de théâtre amateur, mais c'était une fois par semaine. Ouais. Mais à l'académie, c'était on commençait à 10 heures et on sortait à 18h30. Waouh. Ouais, Tous les jours de la semaine? tous les jours. Comment ça s'appelle cette académie? Enfin non, 4 jours par semaine, il y avait pas le mercredi. D'accord. L'Académie des arts, Et ça, c'est à Cannes, tu m'as dit? à la Colle-sur-Loup, c'est près de Cannes. À la Colle-sur-Loup, près de Ouais. Cannes. OK. Et du coup, avec le recul, qu'est-ce que tu dirais qu'il y avait comme avantage à être si peu comme ça dans cette formation? Et puis aussi intéressant, et je te pose cette question parce que je sais que tu m'en as parlé, qu'est-ce qui t'a manqué une fois que tu en es sorti et une fois que tu t'es retrouvé dans le milieu professionnel? Les avantages de cette école, c'est qu'elle venait d'ouvrir Mmh. et et en fait, ils ne demandaient pas forcément de garantie aux aspirants élèves, comme c'est souvent le cas dans les écoles. Moi, par exemple, j'étais en train de me préparer au bac. J'avais candidaté pour intégrer l'académie Mmh. et quand on m'a dit: «Bon, bah, vous êtes pris», je fais: «OK, bye bye tout le monde». Salut l'hôtellerie! Salut l'hôtellerie, salut le bac, salut les bancs de l'école. Voilà, au grand désespoir de mes parents, mais Tu quel âge à ce moment-là? j'avais 18, 19, quelque Ouais. chose comme ça, ouais, Mmh, mmh mh. 19 ans. Donc oui, on était 6 la première année, on était une dizaine la deuxième année, Ouais, mais d'autres partaient en cours de route. ouais. Voilà, parce qu'ils se rendaient compte que ça leur convenait pas. Bien sûr, mais c'est très important. Et vraiment, on avait l'opportunité de travailler autant le théâtre que le jeu face caméra, que Mmh. le clown, Ouais. que les claquettes, la danse, le chant aussi. Il y avait un pôle audiovisuel également, avec des aspirants graphistes, des dessinateurs. Et puis le midi, en fait, c'était dans une petite campagne, en fait. Donc, on sortait manger dehors et puis il y avait des vaches au loin, des chevaux. C'était vraiment. Cadre idyllique, quoi. Ah oui, oui, complètement. En plus d'avoir un truc qui te permettait de t'intégrer, professionnellement, est-ce que les personnes qui étaient graphistes et cetera, du coup, avaient des projets aussi sur le côté et faisaient appel aux comédiens, comédiennes qui étaient en train de se former? Ouais, absolument. C'est super. Ouais, ouais. Et puis il y avait même la possibilité d'écrire aussi nous, Mmh. ce qu'on avait envie de jouer, Mmh. autant en exercice, de théâtre que pour, de potentielles créations, publiques. C'est des trucs que tu as eu l'occasion de réutiliser après, au cours de des années qui ont suivi, des choses que tu avais écrites pendant la formation là-bas? Mmh, un peut-être, ouais, un petit peu, Ou en tout cas des bribes. ou peut-être que ça t'a donné le goût déjà Oui, oui, de oui. l'exercice, Ah oui, clairement. ce qui est intéressant. Ah oui, oui, clairement. Parce qu'on rigolait vraiment beaucoup. Donc, je me souviens, il y avait même une fille qui était en classe avec nous, qui elle habitait pas très loin dans une caravane. Donc, donc en fait, on se retrouvait, de temps en temps, chez elle dans la caravane et puis là, feuille de papier, puis on grattait, on fais on émettait des idées de sketch, qu'on tournait, avec les gars qui étaient en audiovisuel. Je Mmh. sais pas ce que sont devenues ces archives, mais en tout cas, ça existait et c'était moteur, vraiment. Bah, c'est très vertueux comme, modèle parce que ça s'auto-alimente et puis finalement, c'est un peu ce que tu retrouves après, dans la vie de tous les jours, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais. tu as une idée, de sketch, par exemple, tu vas solliciter un tel que tu avais rencontré sur tel projet ou même pendant l'école parce qu'il est en audiovisuel et cetera et c'est Mmh. comme ça que tu commences à créer et qui sait ce que ces «simples créations» entre Mmh. guillemets vont donner, demain, quoi. Et du coup, tu restes 3 ans là-bas, c'est ça? 3 ans, ouais. Est-ce qu'il y a une échéance à la fin? Est-ce que vous avez une présentation devant des professionnels ou alors des gens du secteur d'un travail commun, de groupe? Parce que je sais que dans certaines écoles, par exemple, il y a des échéances de fin Mmh. d'année qui sont amenées à être ensuite, diffusées, de manière locale, même au sein même de l'école. Mais c'est plutôt chouette parce que ça permet au groupe de se mettre dans une dynamique de création pour un public, ce qui n'est pas du tout la même chose Mmh. que de répéter des scènes pour travailler l'interprétation et même parfois certaines, écoles qui proposent à leurs élèves en fin de parcours d'emmener un projet à Avignon. Alors ça, c'est encore plus ambitieux, mais c'est plutôt chouette. Est-ce que tu as eu, ce genre de chance-là? Et ben non, pas du tout. C'est pas du tout, d'ailleurs, je sais pas si l'école est toujours en activité, je sais pas, faudrait que je me renseigne, mais non, non, il y avait aucune finalité. On a monté, Le Père Noël est une ordure, une année, qu'on a pu jouer devant des gens. On a monté une autre pièce qu'on a écrite nous collectivement,
Voilà. Et donc, ben voilà, on faisait venir nos copains, nos familles, mais il n'y avait pas vraiment de portée professionnelle plus grande que ça, Ouais. malheureusement. Peut-être Est-ce que l'école était trop jeune, je sais pas. C'est exactement ce que j'allais dire. Mm, Peut-être que c'était aussi quelque chose qui était présent à leur esprit, mm, mais qu'à ce moment-là, bon, bah, ils n'avaient pas encore structuré ou invité les personnes qui allaient vous permettre d'en apprendre plus sur l'après. Et du mm. coup, la transition est toute trouvée, mais comment ça s'est passé du coup cet après? Entre la fin de ta troisième année et les premiers mois où tu te dis super, je suis formé, j'ai Mmh. bénéficié d'une superbe formation, qu'est-ce qui se passe après quoi? Et ben après, bah, c'est le grand bain. C'est, la plongée dans le grand monde des saltimbanques et comme c'est dans le sud et que moi je j'avais pas vraiment, enfin si, je nourrissais des ambitions, parisiennes, Ouais, mais j'avais pas l'impulsion en fait de monter. C'est ma copine de l'époque en fait, c'est grâce à elle, que je suis monté. On est monté ensemble d'ailleurs et je la remercie parce que sinon j'aurais peut-être pas eu le courage tout seul. Faut se frotter à la réalité de ce métier ouais, et le moyen le plus facile, le plus à ma portée, c'était bah, de faire du one man show. Donc d'écrire en fait des sketchs, ouais, dans la voilà. continuité de ce que tu avais fait. Exactement, Ouais, ouais, ouais. ouais, Et puis d'écumer les petites salles, dans le sud, à Nice, à Cannes, voilà, dans la région ouais. et puis de rencontrer d'autres humoristes et puis, voilà, de se créer un petit réseau, de faire des scènes ouvertes et cetera. Et est-ce que ça correspondait à ce que tu t'imaginais à ce moment-là de ce que serait l'après, justement la plongée dans le grand bain? Est-ce que cette sortie finalement correspondait à ce que tu t'imaginais pendant que tu étais en cours? Bah, oui et non. Heu, oui et non parce que, oui, j'avais la liberté, en fait, de pouvoir créer, comme j'avais appris à le faire, avec mes camarades, en classe. Et donc là, bah, j'avais cette possibilité-là. À la fois, l'aspect financier, enfin, je gagnais pas ma vie avec ça et heu et en fait, je me demandais si vraiment si c'était possible et Mmh. c'est pour ça que je nourrissais des ambitions. Je me disais: «Ah mais c'est parce que je suis pas à Paris, en fait, que c'est beaucoup plus compliqué d'en vivre». Hem, à Nice, dans le sud, malheureusement, le secteur culturel est pas fifou, quoi. Donc, en fait, je me disais: «Bon, bah, une fois que je serai à Paris, certes, la concurrence, sera rude, mais il y aura beaucoup plus de possibilités et je serai enfin pris au sérieux». Spoiler alert, pas du tout. Bah, justement, c'est Mais c'est c'est très intéressant, tu vas nous en parler. Parce que, juste par quelle désillusion t'es passé du coup une fois que tu es arrivé à Paris? Et juste pour préciser pour ceux qui nous écoutent, combien de temps après c'était? Combien de temps a duré cette période où justement tu faisais du one man, tu commençais à essayer de prendre tes marques dans cette région-là, jusqu'au moment où tu déménages à Paris? je dirais 2 ans et demi. Mmh. Ouais, pendant ouais, ouais, 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Donc, j'ai le temps de faire, 3 spectacles. Du coup, en arrivant sur Paris, j'ai continué sur cette lancée de one man show et de scènes ouvertes et de petits cafés-théâtres. Voilà, j'avais déjà mon spectacle, donc c'était pratique. Le premier petit théâtre que j'ai contacté, c'est la plus petite salle de Paris, c'est la Petite Loge, donc il doit y avoir 20 places. Mais bon, c'est pas grave, c'était super, Bien vraiment. sûr. C'était tenu par, ça l'est toujours d'ailleurs, je crois, Perrine Blandel, qui m'a encouragé, qui m'a hébergé dans sa salle. Et puis bon, bah, voilà, je faisais avec mes modestes armes. Mais je me suis confronté à cette réalité que, bah, pour faire venir des gens, dans ta salle, il faut, se faire connaître. Il n'y avait pas les réseaux encore à l'époque. Mmh. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, Pourtant, ça a l'air d'être récent, mais je peux comprendre qu'en tout cas, à ce moment-là, ils n'avaient pas l'impact qu'ils ont aujourd'hui, qui est, notamment, c'est vrai, dans mmh, le domaine de l'humour, très, 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 très fort. On voit beaucoup de ouais, shorts, on voit beaucoup de vidéos au format vertical plutôt, ouais, qui sont diffusées activement par les humoristes et qui, j'en suis persuadé, mmh, font partie d'une certaine affluence de leur public, enfin participent en tout cas au fait de venir pas mal de monde de leur public parce que les gens mmh, disent: «Bah, voilà, je t'ai connu sur les mmh. réseaux, et cetera». Du coup, à l'époque, qu'est-ce que tu faisais pour essayer de rameuter du monde? Du coup, tu tractais à la sauvage ou je sais pas ou Ouais, 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 alors il incroyable. faut pas du tout faire ça à Paris, ça ne marche pas du tout. OK. Mais oui, oui, il y avait un peu de ça. Bah, il y avait surtout, du coup, les scènes ouvertes. Le Trévise, Mmh. une scène ouverte qui s'appelait le Ouais. Field.
Mmh. qui est toujours en activité d'ailleurs, où bon, bah, tu t'es pas pris la première fois, t'es pas pris la deuxième, peut-être la troisième, etc. Mais bon, il faut y aller au culot. Plein de scènes ouvertes comme ça, le Pranzo, le Café Oscar. Et voilà, et je me suis confronté à cette réalité de waouh, c'était à l'époque en tout cas, euh, il y avait une ambiance qui, moi, me correspondait pas du tout. Très compétitive. C'était à celui qui parlait le plus fort, à celui qui avait la meilleure vanne. Euh, Beaucoup de dénigrement, les gens se comparaient les uns aux autres. En fait, compter les rires enfin, de la personne qui était Ouais. passée avant. Mmh. Enfin, j'ai vu des choses, moi, qui m'ont choqué. Ouais. Ou des gens qui passaient sur scène et qui faisaient pas rire la salle et qui se tapaient un bide. Et puis, alors je dirais pas les noms, mais moi j'ai vu quelqu'un qui est devenu connu aujourd'hui se moquer de cette personne, voilà, sans vergogne en fait, gratuitement, etc. Et je le voyais ça de plus en plus, donc je me suis dit je vais peut-être pas me faire du mal à ce point-là, et Ouais. moi je me sens pas Mmh. de jouer ce jeu-là, donc c'est à ce moment-là en fait que j'ai rencontré des gens qui sont toujours mes amis aujourd'hui et qui m'ont poussé à écrire des pièces de théâtre Mmh. qu'on pourrait monter tous ensemble. Ouais, donc finalement, tu t'es aperçu que le one man, c'était en tout cas à ce Mm. moment-là et dans les localités dans lesquelles tu es allé, pas du tout ta came, pas Ouais, du tout ta famille et ta famille du coup que tu as rencontrée, exactement. famille de théâtre, qui t'a permis, qui t'a encouragé du coup, d'où l'importance de s'entourer de personnes qui croient en nous et qui Mm. sont persuadées que ça peut donner de belles choses, d'écrire. Ce que tu as fait du coup, tu as écrit des spectacles avec eux, pour eux, ensemble? Ouais, 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 ouais. En fait, j'avais déjà une idée de pièce dans mes cartons, et puis c'est mon amie Alice Ménil que j'ai rencontrée, qui m'a poussé à la terminer et Mmh. à chercher une salle, un petit théâtre où pouvoir la monter. Et c'est ce qu'on a fait. Du coup, avec elle, enfin, tout ce petit groupe Ouais. en fait de gens que j'ai rencontrés à ce moment-là, qui sont toujours dans mon sillage aujourd'hui et que je remercie. Enfin, de toute façon, on fait rien tout seul. C'est, je suis persuadé que tout est une histoire d'énergie et qu'on rencontre les bonnes personnes au bon moment, même si, enfin, c'est encore mieux de se dire qu'on le prévoit pas. Comment t'as fait du coup pour cette première pièce? T'as contacté un théâtre comme ça en mode: «J'ai un projet, Ouais, laissez-moi jouer, c'est vous, bon sang!» ouais, je l'ai dit exactement comme ça. J'ai un projet, moi, ok. Alors, je sais plus comment ça s'est fait, mais je suis tombé presque du premier coup sur le bon théâtre, en fait. C'est le Mmh. Guichet Montparnasse, Ouais, bien sûr, OK. tenu par Annie Vergne. Et, voilà, je les ai contactés. Ils ont tenu à lire le texte de la pièce. Alors moi, je pensais que tous les théâtres lisaient les projets qui leur étaient envoyés. Je me suis rendu compte après coup que bah non, non, pas du tout. Et puis ça doit être une masse de travail de lire tout ce qui est envoyé, Absolument. qui Ouais, est, ouais, absolument. immense en fait, ouais. Mais eux le font, en tout cas. Ils l'ont fait, et j'ai trouvé ça, enfin, ça m'a encouragé parce que, voilà, ils m'ont dit: «Bon, bah, on vous veut, on veut cette équipe, dans notre salle, et cetera, venez». Bon, certes, il y a un minimum garanti, mais ils étaient très arrangeants là-dessus, ouverts à la discussion, vraiment, c'était trop bien de commencer, là-bas, en tout cas. Est-ce qu'il s'est agi pour toi à ce moment-là de vous structurer en tant que compagnie pour pouvoir, commencer à agir professionnellement aussi? Est-ce que vous avez décidé à ce moment-là précisément pour cette opportunité de créer une structure? Absolument. Ouais, ouais, absolument. D'autant que, c'est vraiment à ce moment-là, au moment des prémices de la création de cette pièce, de ma première pièce, que, je suis rejoint à Paris par, un ami d'enfance avec qui j'ai grandi et qui vient avec sa copine, à Paris, bah, lui aussi, se jeter dans le grand bain. Un ami de Menton du coup, Ouais, ouais, qui ouais. débarque? Ouais, ouais, avec qui j'étais aussi en cours de théâtre, amateur, quoi, Oh, et on était tout petits, et puis vraiment on allait en centre aéré ensemble et tout ça. excellent. Donc c'était, il me rejoint, et je fais: «Bah, c'est trop bien en fait». Moi je encore un allié, encore un membre de l'Avengers, théâtral, et puis on décide de se structurer en tant que compagnie, et donc ben, voilà, les statuts, on va à la préfecture, on choisit un nom de compagnie, qui nous semble, approprié, qui nous semble rigolo. La compagnie du poisson qui pique, je sais pas pourquoi. Ah!
Je ne sais aucune idée. Après, enfin, comment dire? Je pense qu'il y a plein de gens qui, dans la précipitation, doivent trouver un nom vite Ouais, fait. C'est bien, mais bon, c'est à oui. une autre échelle d'avoir quelque chose qui définit déjà un peu l'identité de la compagnie, sa vocation, et cetera. Mais il y a tellement de noms de compagnies, aujourd'hui que oui, oui, c'est pas non plus le truc qui va définir, il y a plein de nous, notre compagnie s'appelle Le Croissant Bleu. Alors, Oh! pour de multiples raisons Ah qu'on mais ça m'intéresse. qu'on a étudié. Ah bah, écoute, le croissant parce que le croissant déjà à la base, on pense au croissant fertile et puis on pense au croissant qui croustille et à la bonne odeur. Donc déjà, il y a de la gourmandise et il y a quelque chose qui cuit, qui monte, qui va arriver quoi, tu vois? Et puis c'est rassurant. C'est vrai que le croissant a cette faculté rassurante. C'est chaleureux Ouais, un croissant, il peut jamais se passer quelque chose de mauvais avec un croissant quelque part. c'est vrai. Et le bleu, parce que déjà c'est une couleur qui est rassurante dans l'imaginaire collectif et qu'on se veut très, carré, pro, calme, et Mmh. cetera. Parce qu'on travaille avec beaucoup d'entreprises qui ne connaissent pas nécessairement le spectacle vivant et que du coup c'est une occasion pour nous de montrer que des projets peuvent être menés sans s'y connaître, Ouais. pour eux de leur côté, tu vois? Mais qu'on leur apporte les compétences pour le faire. Et puis le bleu, c'est la profondeur des océans, c'est le bleu de la nuit. Il y a toujours des choses merveilleuses qui sont un peu cachées dans tout ça. Mmh. Donc c'est pour ça qu'après moult réflexions avec l'équipe ici présente, on a décidé de s'appeler Le Croissant Bleu. Moi, je trouve ça génial de vous imaginer en réunion, en brainstorming, avec plusieurs noms potentiels et de dire: «Oh, le croissant bleu». Ouais, c'est vraiment ça, Alors je al pense. alors du coup, puisque tu me lances sur ce truc-là, figure-toi qu'à la base, on n'était pas du tout parti là-dessus. On avait un ancien collectif qui s'appelait le collectif Neptune, donc un nom de planète, donc on se dit: «Vas-y, on va faire un nom hyper stylé de constellation». On se dit: «On va s'appeler la compagnie Athéna» ou un truc comme ça fait très savoir, littéraire et tout. C'est un peu notre vibe et tout. On se dit: «Vas-y, on va faire un truc hyper carré comme ça», je sais plus, on avait plein d'idées, et cetera. Et puis on passe des heures et des heures et des heures à brainstormer sur le sujet. On se dit: «On trouve pas Cassiopée, oui mais non parce que c'est pas connu ou alors, il y en a déjà plein d'autres» et cetera. Et pendant qu'on brainstorm comme ça, moi j'étais sur un logiciel de bidouillage de trucs en 3D et cetera. Puis je fais un petit croissant comme ça bleu et puis je mets le croissant bleu. Et c'est Magali qui est juste à côté de nous qui nous dit: «C'est quoi le croissant bleu là, le truc là?» et cetera. Je dis: «Oh arrête, c'est une connerie, machin et tout». Et de fil en aiguille, on en parle et on se dit: «C'est vachement stylé un croissant bleu, tu sais le truc croustillant à la cuisine» et finalement tout cet imaginaire que je viens de déballer avec toi commence à prendre vie et on se dit: «Mais vas-y en fait, on l'appelle le croissant bleu» et Waouh, voilà. après combien d'heures de brainstorm? Enfin une dizaine, je sais pas, c'était ridicule. J'allais chez elle, on faisait des réunions, très tu sais, tu te lances dans une dynamique de réflexion où tu te dis, «C'est du sérieux, on veut créer une identité et cetera». Puis en fait, tu t'aperçois que le truc le plus spontané, Mmh. et de développer l'imaginaire même après, c'est pas un problème quoi, tu vois? Tant qu'il y a Mmh. des raisons qui font que ça a du sens pour toi et que ça a du sens quand tu l'expliques aux gens, Ouais, notamment aux gens qui ne te connaissent pas. Ça, c'est un conseil pour ceux qui s'apprêtent à solliciter des partenaires avec une première structure qui n'a encore pas d'expérience, et cetera. Bah, c'est déjà suffisant, quoi. C'est déjà beaucoup. Donc le poisson qui pique, eh ben, bien sûr, pourquoi pas? Parce que tu vas, trouver, beaucoup de raisons, et cetera, qui font que c'était exactement le nom qu'il vous fallait depuis le début, quoi. oui, 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 mais je sais plus pourquoi on devait regarder un documentaire animalier et se demander, comment ça c'est quoi ce poisson là qui gonfle et qui a des pics? On Ouais. savait plus, bah, voilà, hop, poisson qui pique, puis en même temps on se disait: «Ah bah, c'est bien parce que qui s'y frotte s'y pique», je sais plus, il y avait une connerie comme ça, quoi. Quoi, voilà, le Ouais, processus ouais, complexe, hein, et ouais. de structuration de compagnie qui finalement repose parfois sur des choses mais ça même dans les trucs de grands groupes et cetera, combien d'idées sont nées de choses comme ça spontanées, Mmh, qui étaient complètement hors du panier à la base et tant mieux et très bien, c'est comme les rencontres, c'est quand c'est imprévu mmh, finalement que c'est encore mieux, quoi. exactement. Avec le recul du coup, maintenant que tu es monté à Paris, tu t'es structuré et cetera, est-ce que tu as déjà le recul nécessaire à ce moment-là pour te dire: «Ah, c'est quand même dommage que pendant ma formation initiale, on Mmh, n'ait pas abordé ça, ça, ça et mmh. ça»? Qu'est-ce que tu aurais souhaité avec le recul qu'on t'explique à ce moment-là par rapport au futur, par rapport au milieu? Si tu avais l'occasion de prévenir des gens sur les choses auxquelles il faut faire attention quand on est en phase de formation? Je me suis rendu compte vraiment après coup que, ouais, ouais, il nous avait manqué, un certain nombre d'informations, des conseils, dispensés qui n'ont pas voilà, qui ont que qui par exemple l'administratif où, bon, bah, nous, avec mon ami d'enfance, on a fait ça, on s'est renseigné quand même sur internet. OK, il faut aller à la préfecture, OK, il faut des statuts, procès-verbaux, définir, tout ça. Mais bon, on pensait que c'est bon, hop, ça suffisait. Après, on ne savait pas, à l'époque que
voilà, il y avait tout un tas de démarches, à faire et puis, être vigilant et assidu là-dessus. L'URSSAF et cetera, enfin, ni lui ni moi n'étions de toute façon, calés vraiment sur l'administratif, même pour nous, même en tant qu'être humain. Donc là, vraiment c'était compliqué. Puis, on s'est rendu compte que ça nous a pris beaucoup plus de temps et que ça a empiété sur la création et parce qu'on n'a pas su compartimenter. Ce qui est souvent le cas malheureusement. Ouais, On essaye nous de scander, l'art aux artistes et ouais. puis, on vous explique, l'administratif, tu vois? De manière à ce que ce soit plus digeste, mais très souvent, c'est un des premiers trucs qui pète. C'est pas la création d'une équipe, c'est pas d'avoir le projet, c'est pas de trouver la manière de le faire Mmh. exister et de le diffuser, c'est le rempart administratif qui est, indigeste, éparpillé et cetera et c'est ce qu'on tente ici. Du coup, tu le sais déjà puisque tu nous as contactés, à la base et on a discuté pas mal puisque tchatcher ne se dit plus apparemment, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Moi, je propose qu'on réhabilite le verbe tchatcher. Je te remercie Zach. Le rempart administratif est haut au début et du coup, est-ce que vous, ça vous a posé problème au point de vous dire: «Là vraiment il y a trop d'enjeux, il y a trop de choses qu'on comprend pas» ou est-ce que vous avez appris? Est-ce que vous êtes formé? Comment s'est passé, après? On s'est laissé guider, on s'est laissé, un peu aller, au gré du vent, j'ai envie de dire, parce que on a même fait en Avignon en 2013, notre premier Avignon à tous, à toutes et voilà, donc on n'a pas vraiment fait les choses, dans les règles en fait, mais parce qu'on a eu aussi de la chance, d'avoir, pas d'argent, enfin si, un peu d'argent, mais pas autant que qu'on aurait dû le faire, qu'on aurait dû dépenser. Mmh. Donc non, on s'est un peu laissé guider. On a eu de la chance parce qu'on n'a pas eu de contrôle. Mais bon, au bout d'un moment, c'est vrai que, mon ami, a eu un enfant et il s'est pas senti de l'élever à Paris, donc il est reparti dans le sud et à Ouais. ce moment-là, je me suis dit: «Bon, bah, déjà que c'est compliqué à 2, moi tout seul, vraiment, c'est une galère sans nom, quoi». Mmh. Donc pour répondre à ta question d'il y a 3000 ans, c'est vrai que ça m'a manqué à ce moment-là de pas avoir de cours administratifs sur la création de compagnie. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire impérativement avant de nourrir des ambitions et des rêves, pour que tout se passe bien? Vraiment qu'on nous parle un peu plus de, ce qu'implique la création collective en termes d'émotions, en termes de gestion d'ego. L'ego parce que c'est un mensonge en fait de se dire qu'on n'en a pas parce que sinon on ferait un autre métier et on n'aurait pas besoin en fait de monter sur scène et de se dire ouais j'ai des choses à exprimer moi d'accord donc venez payer pour entendre ce que j'ai à exprimer venez me voir donc c'est un mensonge de dire qu'on n'a pas d'ego, mais par contre, oui, tout ce que l'ego, peut créer, c'est-à-dire, les vexations, la susceptibilité, le syndrome de l'imposteur non résolu, Ouais. les caprices, enfin ce genre de choses. Oui, oui, c'est très difficile. Alors parfois ça peut être très mignon, parce que bon, bah, on est des petits êtres, fragiles. On a besoin d'attention, on a besoin de Bien sûr. voilà, mais parfois ça peut empiéter vraiment sur la création en elle-même. Heu, Par exemple, si on organise une répétition et que, telle personne s'endort en fait dans un coin et exprime clairement le fait qu'elle s'ennuie parce on travaille une scène dans laquelle elle n'est Il pas. n'est pas. Mmh. Bon, voilà, Bah c'est relou. Tu apprends encore plus en regardant les autres, travailler. Bah, bien sûr. Puis enfin là, on va pas, comment dire? On va pas traiter ce cas comme s'il y avait eu tel ou tel comportement à avoir parce Bien que sûr, qui sommes-nous pour savoir ce qui se passait à l'intérieur de absolument, cette personne à ce moment-là? absolument. Mais quand même, c'est sûr que plus tu t'investis dans un projet, plus tu en comprends tous les rouages, plus tu es déjà à l'aise à l'intérieur, Mmh. plus tu es à l'aise pour en parler aussi auprès d'autres personnes parce que ça arrive des fois que tu fais un Avignon, le programmateur vient et c'est pas du tout la personne qui est censée le réceptionner, en Mmh, tout cas mmh mh. l'accueillir, qui est là et du coup, c'est bien d'avoir les infos, de savoir parler du processus créatif, de connaître tous les enjeux, les particularités du spectacle, de comment il a été adapté et cetera. Bah, parce que, on mesure toujours la solidité d'une chaîne à son maillon le plus faible et bah, du coup, c'est intéressant de se dire qu'on est tous solides, on a toujours été là, concentrés et cetera les uns les autres et puis,
je te donne de l'attention quand tu répètes, bah, moi j'ai envie d'en avoir pour toi quand tu vas Mmh, répéter après. Donc le cercle vertueux d'équipe et là, l'esprit d'équipe se mmh, crée et comme tu l'as dit très justement tout à l'heure, on fait rien tout seul, donc mmh. c'est cool de se soutenir et d'être attentifs les uns aux autres. D'avoir Vas-y. aussi, une intelligence, émotionnelle, c'est-à-dire que Mmh. le fait de travailler en collectif, en groupe, implique que, alors certes, il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux, multiples en fait qui se présentent, mais, si on n'a pas un minimum d'empathie et de curiosité, Ouais. par rapport aux autres, et ben, vraiment ça on va droit dans le mur. C'est-à-dire comprendre que telle personne a ce caractère, même parler aux comédiens et aux comédiennes, Mmh. c'est tout un délire parce Tu veux dire que toi en tant que metteur en scène ou auteur? oui, 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 Ouais. oui, parce que, même si c'est des amis, parce que moi j'adore travailler avec des gens qui sont aussi mes amis, ça va beaucoup plus vite et puis vous, enfin vous, c'est votre cas aussi j'imagine? Oui. Donc ça va C'est beaucoup même plus vite. systématique d'ailleurs, hein, enfin Ouais. je j'ai pas souvenir qu'on ait invité, des gens d'un cercle extérieur ou qu'on ait fait passer des auditions, même si ça peut nous arriver demain, tu vois? Mais on a toujours fait appel à des personnes proches. Oui, oui. Bah, en tout cas, tout est possible et puis même des gens que tu rencontres en audition peuvent, in Mmh, fine devenir des amis et absolument. puis, mais tu vois, je te parlais de notre premier Avignon, alors c'était incroyable parce qu'on était, 7, 8 en comptant le régisseur et comme on ne savait pas, on a pris un logement au dernier moment qui était un 25 m² et on était à 8 dans ce 25 m². Et en fait, c'est incroyable parce qu'on est tous et toutes restés soudés. En fait, il y a pas eu Mmh. si, il y a eu quelqu'un qui ronfle un peu fort et du coup, bah, l'autre qui va dire: «Ah mais c'est pas possible! C'est un tracteur! Je peux pas me concentrer!» Voilà, Ouais, bien mais sûr. c'est juste ça, mais sinon vraiment c'était, enfin il y avait une cohésion, mais incroyable, sur tout le mois de juillet, quoi. Mmh. Quand tu as fait ce premier Avignon là, puisque tu es un expérimenté d'Avignon maintenant. Là d'ailleurs, on va en parler. Vous partez cet été à Avignon avec une pièce qui s'appelle «Écoutez leur silence», qui a été écrite et qui est mise en scène par Gabriel Guay. Absolument. Heu, mais toi qui as du coup eu l'occasion d'en vivre plusieurs, qu'est-ce que tu dirais à Zach en 2013 quand il est en train de faire son Avignon? «Mec, fais gaffe à ça, pense à ça». Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, Gros, parce que moi je m'appelle Gros, je m'auto C'est bon ça. «Repose-toi, Ouais. prends le temps de te reposer», je lui dirais ça, je lui dirais: fais bien gaffe à, aux gens qui sont trop sympas ou qui le sont pas assez». Comment expliquer ça? Nous, on a failli, se mettre dans la mouise, avec le théâtre, qui nous hébergeait la 1re année. Je vais pas le citer, mais c'était très, très compliqué avec eux, et ils ont tenté, en fait, de nous la mettre à l'envers. Donc heureusement que nous, on était soudés Ouais. et qu'on a eu plusieurs rendez-vous avec eux et cetera et que, ben, moi, il y avait mon pote, qui était là, qui lui, faisait un métier enfin, un métier très administratif à l'époque. Donc il était avec moi et puis il connaît les contrats, donc il a regardé les contrats, il a vu que: «Non, non, ça, c'est pas possible, ça, c'est quoi?» Bah, parce que sinon, moi, en fait, vraiment, je nous mettais tous et toutes, dans la mouise, quoi, Mais à ce parce que moment-là. tu penses qu'ils avaient abusé de votre, entre guillemets, j'ai pas envie de dire naïveté, mais quand on ne sait pas qu'on ne sait pas, on ne sait pas à quoi faire Ouais. attention. Donc du coup, tu penses que vous étiez dans ce cas de figure où, on vous a mis un contrat sous le pif, tu t'es dit: «OK, bah, très bien, le contrat est là, allons-y, quoi». En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a récupéré en mai un créneau pour ce théâtre, d'une compagnie qui s'était désistée, qui avait Ouais. payé la location de la salle et qui ne pouvait pas de toute façon récupérer leur argent. Donc, on nous a appelés pour, savoir si ça nous intéressait de récupérer le créneau, en nous disant bien: «La location est déjà payée de toute façon». Donc, moi j'appelle mon équipe, «Qui est chaud?» «Ouais, chaud, chaud, chaud». «OK, bah, c'est parti, on y va, quoi». Mmh, C'est mmh mh. c'est trop bien. En plus, on venait de créer la pièce au Montmartre-Galabru, donc, c'était tout frais, voilà. Et puis c'était une comédie d'horreur, hein, qu'on présentait. Donc, on avait le créneau de 23h. Alors c'est tard, mais moi je me disais: «Bon, bah, ça fait séance de minuit, c'est parfait en fait». Pas du tout. C'est très, très compliqué, de faire venir des gens dans une salle, à 23h quand ils se sont tapés la journée, à Oui. courir dans Avignon sous le cagnard et cetera. Mais on l'a fait quand même et puis en fait on avait, pas de contrat quoi, mais on le réclamait ce contrat. Ils Mmh. nous le donnaient pas. Tous les jours on le réclamait, ils nous le donnaient pas.
quand on leur a mis un coup de pression en disant: «Bon, bah, on joue pas, en fait, si on n'a pas de contrat, vraiment, c'est compliqué pour nous aussi, quoi». Ils nous ont sorti le contrat avec cette fameuse clause, qui stipulait que, on devait leur donner, l'argent de la location de la salle alors que, bah, c'était pas du tout ce qu'on avait convenu. Mmh. Mais moi, si j'avais signé, bon, bah, Ouais, ouais, ouais. Ouais, voilà. ouais. Juridiquement, ça aurait été compliqué après. Ouais. Pour les jeunes compagnies qui démarrent et qui vont faire Avignon pour la première fois, vraiment de bien se préparer psychologiquement, financièrement. Normalement, il faut 1 an de préparation quand même. Et nous, on a eu 2 mois, donc vraiment, on a découvert le truc, Mmh. et ça s'est bien passé entre nous, donc c'est trop bien. Mais bon, on a essuyé les plâtres quand même. Par préparation, du coup, tu entends anticipation sur les choses qu'il y aura à faire Mmh. sur place, anticipation sur les démarches à effectuer, et cetera, de manière à pas avoir justement 2 mois ou 2 semaines après à se réveiller, tiens, sur des trucs. Exactement. Ouais. Ouais, ouais. Tu penses à des trucs précis, par exemple, que tu pourrais donner comme conseil à ceux qui nous écoutent et qui partent là? Ou Tout qui l'aspect financier, en ouais. fait, d'être préparé à ne pas gagner d'argent. Mmh. Voilà, ça c'est le truc, voilà, et dire que Avignon, c'est une vitrine, en fait, pour plus tard. C'est du travail à très, très, très long terme. C'est bien d'aller à Avignon, pas forcément de créer Avignon parce que, voilà, c'est beaucoup plus compliqué, en fait. Mais en tout cas, oui, oui, d'avoir conscience et d'écouter ceux qui l'ont fait, celles qui Mmh. l'ont fait, Mmh. d'écouter les expériences de tout le monde pour, parce que, voilà, on s'attend à une frénésie qui est encore plus grande que ce qu'on imagine. Mmh. Et de se calmer, sur, la picole aussi parce Je que sais pas je sais pas pourquoi je sentais que tu ouais, allais me ouais, dire ouais. ça. Je Ah bon? sentais que ça non, non, mais pas C'est la Zach, couperose, tu c'est m'as ça? l'air d'être un alcoolique, anonyme. Non, ce que je veux dire par là, c'est que je sentais que ça faisait aussi partie du fait, comment dire? C'était aussi important de prendre soin de soi physiquement Oui, oui, quand on est oui. sur place. Parce qu'effectivement, la liesse, c'est incroyable et tu as Mmh. envie d'en profiter, tu as envie de participer, tout le monde qui se rejoint au village du Hof, tu traînes jusqu'à pas d'heure et cetera. Surtout si vous aviez le créneau de 23h, donc je pense que, Mmh. tu dois terminer bien crevé quand même. Ah! Je sais pas si tu as encore le courage après d'aller, t'enquiller, À l'époque, oui, oui, on ah avait ouais? le ouais, ouais, on avait le courage, hein. Vraiment, on rentrait à l'appart et puis, voilà, on prenait les guitares, on chantait, on faisait de la musique, jusqu'à, 5 heures du mat et puis le lendemain, on se relevait à 9h30 pour aller tracter. Mais c'était très joyeux quand même. C'est sûr. Après, c'est vrai que le mois d'août a été, particulièrement, c'était erreur 404 sur toute la ligne, hein, Ah ouais? ah ouais, ouais, vraiment. Tu veux dire en termes de physique, de se Ouais, remettre de l'expérience? ouais. Je suppose que du coup, quand vous avez fait votre tout premier Avignon, vous aviez pas de mode de diffusion. Vous aviez pas peut-être pas anticipé cette partie-là, de contacter des programmateurs et cetera. Est-ce qu'il y a quand même eu des retombées positives, ne serait-ce que d'avoir un projet plus développé ou de, par le fruit du hasard, avoir des programmateurs qui viennent, qui vous permettent de tourner un peu? Est-ce qu'il y a eu des retombées positives de cette première expérience-là, en 2013? Pas vraiment, comme tu l'entends, parce que, bah, voilà, ça fait partie des choses, pour lesquelles on n'était pas du tout préparé et on n'a pas forcément, démarché, en fait, les professionnels, les programmateurs et quand bien même on l'a fait, on en a rencontré quelques-uns, mais 23h, c'est tard. Oui. Par contre, les retombées positives, oui, il y en a eu, mais c'est plus d'un point de vue, par exemple, il y a des gens qu'on a rencontrés, dans les rues d'Avignon, qu'on a tractés et des gens du coin quoi, qui habitent la région, des métalleux voilà, qui se baladaient, qui profitaient de l'ambiance du festival, mais qui n'avaient pas forcément envie d'aller voir des pièces parce qu'ils avaient l'impression que c'était pas du tout pour eux Ouais. et nous, on les a rencontrés ces gars-là et on leur dit: «Bah, venez, c'est une pièce, voilà, comédie d'horreur, vous allez rire, vous allez un peu avoir peur». Ils sont venus, c'était pour 3 d'entre eux, c'était la première fois qu'ils allaient au théâtre et ouais, on savait pas que c'était comme ça. On savait pas que ah mais trop bien, on a compris toutes les références, et moi j'étais fier de ça quand même, Mmh. de d'amener en fait dans une salle de théâtre des gens qui n'y étaient jamais allés parce qu'ils pensaient que c'était pas pour eux. Mmh. D'ailleurs, si je me souviens bien, du coup, toi, il y a un truc qui s'est produit au fur et à mesure du temps, c'est que tu t'es mis à travailler avec d'autres compagnies qui étaient souvent, peut-être systématiquement, tu vas me dire, des gens proches, des amis, des personnes avec qui tu Mmh. avais déjà eu l'occasion d'échanger. Oui, oui, oui et c'est toujours le cas. C'est vraiment toujours le cas. Moi j'adore rencontrer de nouvelles compagnies, de nouvelles personnes, voir, comment tout ce petit monde, travaille, enrichir en fait ses connaissances,
puis on en revient à ce qu'on se disait, mais travailler avec des gens qu'on connaît, en fait, vraiment humainement, Mmh. énergétiquement, tout va beaucoup plus vite. Et est-ce que tu dirais que c'est des choses que tu as déclenchées toi, par, juste le réflexe d'aller, tchatcher avec, une équipe artistique après un spectacle? Ou est-ce que c'est des choses qui se sont fait par le fruit du hasard, parce que tu étais présent quelque part? Il y a vraiment de tout. Alors, c'est vrai que moi, j'ai du mal à, spontanément aller vers les gens, parce que je suis très timide. Alors c'est contradictoire pour un acteur, mais ouais, ouais, la timidité, et puis j'ai tendance à admirer vraiment les gens, dont j'aime le travail, mais si je vais voir une pièce et que je vraiment tac, le mode admiration s'enclenche et moi j'adore admirer, j'adore, sauf que quand j'admire, ben, je la timidité s'enclenche Ouais, et on a un peu plus le trouillomètre quand, c'est ouais, des ouais, ouais. personnes, Et la qui sont pudeur importantes pour aussi nous. de Mmh. dire: «Bah, j'ai pas envie d'aller, voir, telle personne, pourtant vraiment j'admire son travail, mais j'ai Mmh. pas envie qu'elle pense que je suis intéressé ou que Mmh. je vais aller, gratter, l'amitié ou du travail et cetera». Hem, Parce que c'est tellement le cas aussi, on est obligé de réseauter, mais je me sens pas très, très à l'aise avec ça, en fait. C'est pour ça que la plupart du temps, j'adore, rencontrer des gens en parlant de tout à fait autre chose Ouais, tout à fait. que ça, Ah oui. que ce métier. Est-ce que du coup aujourd'hui, l'essentiel de ton activité en tant que comédien est faite grâce à ces rencontres initiales-là qui t'ont emmené sur tel projet, et cetera? Ou est-ce que tu as aussi, Mmh. à côté des compagnies, d'autres activités que tu fais toi, que tu mènes, je sais pas, des ateliers, des mises en scène de tes pièces peut-être aussi? Après, moi, je suis pas intermittent. Mmh. Je sais pas si c'est un sujet, Pas spécialement. je suis pas intermittent, je cherche pas forcément à l'être à tout prix. Oui. Enfin, vraiment, je me suis posé cette question de savoir est-ce que, tac, moi aussi je joue le jeu de cette intermittence Ouais. et mais je me connais suffisamment pour, voilà, pour dire que ça va pas me rendre heureux, en fait, de courir le cachet et de Ouais. faire des choses pour ces raisons-là et de faire des pubs ou des figurations ou, c'est pas que je trouve ça dénigrant, c'est juste que je l'ai déjà fait, vraiment, ça me rendait pas du tout heureux et du coup, faire ce métier que j'aime, tellement, pour des raisons, bassement, bah, pragmatiques, non, non, pas du tout. Pour moi, c'est la règle des c'est en fait, il y a une phrase qui me marque, c'est, «Il faut jamais faire, quelque chose, pour de l'argent qu'on pourrait faire gratuitement». Ça Mmh. veut pas dire qu'il faut pas être payé parce que tout travail mérite salaire, mais j'ai envie de faire ce métier. J'ai envie de dire oui à des projets qui sont pas forcément rémunérateurs, mais par Ouais. contre, Mmh. je crois de ouf au potentiel de cette histoire, de cette équipe et si j'étais intermittent, je ne pourrais pas investir mon temps, là-dessus. Mmh. Donc là, je gagne ma vie complètement avec autre chose, mais ça me Ouais. permet de pouvoir, vivre et de dire des grands oui à des projets, Mmh. qui me parlent. Ouais, de participer à des projets, qui ont du sens. On va avoir l'occasion d'en parler parce que là, la pièce dans laquelle tu joueras du coup à Avignon cet été parle de l'adolescence, qui est Ouais, une période, complexe, pour pas dire difficile, et encore plus dans ce cas de figure-là, puisque ce sont des adolescents qui sont dans un foyer. on arrive en plein milieu du quotidien de ces jeunes, Mmh. certains sont là depuis plus longtemps que d'autres. Il y a une nouvelle venue et qui va un petit peu, bah, en fait, on va découvrir le quotidien de ces jeunes, avec elle aussi. Et puis, petit à petit, elle va se fondre, des amitiés, vont naître. C'est une pièce magnifique, vraiment. Enfin, moi déjà, quand je l'ai lu la première fois, mais d'où sors-tu, Gabriel Gué, en fait, pour Mmh. écrire, quelque chose d'aussi dense et d'aussi riche? Qu'est-ce qui t'a le plus, bouleversé à la lecture du texte ou en tout cas, à la découverte du projet? Cette compréhension, organique. C'est un mot que Gabriel aime beaucoup, mais je comprends parce que c'est exactement ça. Cette compréhension organique, en fait, de ce que c'est que d'être un adolescent, avec, bah, ses fêlures, Mmh. ses rêves, ses blessures profondes, heu, mais ouais, elle a tout compris et c'est une jeune adulte, en tout cas, qui a écrit la pièce, mais qui a écrit la pièce au contact d'ados Mmh. avec qui elle travaillait et de rentrer autant dans l'intime sans que ce soit,
Ouais, voyeuriste, en ouais, ouais. fait, Mmh. sans que ce soit. Non, non, il y a beaucoup de poésie dans cette douleur, en fait, qu'ils vivent, chacun d'entre eux. Mmh. Il y avait une phrase de Robin Williams qui disait que quand il était enfant, il était pyromane, et c'est pour ça qu'on l'a placé dans un foyer. Donc il joue sur les mots, Mmh. mais, mais il y Je a un peu l'avais de pas ça. effectivement. Ouais. Il y a vraiment un peu de ça. C'est des petits jeunes qui débordent d'énergie, qui brûlent en eux, qui brûlent de ce qu'ils ont vécu, mais surtout de ce qu'ils ont envie de vivre plus tard. Mmh. Ils se posent la question de, bon, ben, on va pas tarder à devenir adulte, on va pas rester dans ce foyer toute notre vie. Ouais. Ces gens avec qui on se lie d'amitié, peut-être qu'on les reverra plus tard. En tout cas, ce qui se passe entre eux, c'est tellement fort. C'est la vie pure et brute. Mmh. Quel a été du coup le parcours de cette pièce-là? Et de quoi se sont remplis ces 10 ans-là? Et pourquoi soudainement l'envie, le besoin, l'idée de l'amener à Avignon cette année? La pièce a été créée à Morsan-sur-Orge ou dans la région, hem, à l'Amicale laïque, au contact d'ados avec qui elle travaillait. Ensuite, elle a été reprise à Paris au Théâtre du Gouvernail. Voilà. Ensuite, il y a eu d'autres petites, exploitations à droite à gauche. Studio Héberto, on a fait, 4 représentations là-bas, qui se sont extrêmement bien passées. Elle nourrit du coup avec cet Avignon? Elle a le désir du coup de diffuser ça de manière plus nationale, en tournée, avec cette nouvelle équipe qu'elle a créée du coup, dont tu fais partie? Ouais. Le but, ouais, ouais, évidemment, c'est de ramener un maximum de pros, de programmateurs, de directeurs de salles pour être achetés, en tournée. Mmh. Heu, et je pense que ça va le faire vraiment. Parce qu'on a déjà des pros qui se sont inscrits, donc c'est trop bien. Cool, Enfin, ouais, grave. on ne sait pas de quoi ce sera fait, mais pour elle, je pense que le plus important, c'est d'achever le parcours de cette pièce à Avignon. Ouais, ouais, je comprends. C'était très, très important, pour elle. En plus, tout s'emboîte parfaitement, c'est-à-dire que le texte de la pièce va être édité, là, dans 15 jours. On aura les livres avec nous aussi Très à bien. Avignon, Ouais, ça, bien c'est sûr. super. Ah ouais, carrément. Et j'ai remarqué aussi qu'il y avait une nette différence entre une bande-annonce qui avait été faite de la pièce il y a quelques années, je Mmh. crois, Ouais. et qu'il y en avait une nouvelle qui avait été faite, il y a quelques mois là, que la différence était, mais f sans commune mesure, quoi. C'est-à-dire que vraiment, en toute transparence, puisque j'ai préparé notre échange aujourd'hui, j'ai aussi pris tous les renseignements possibles sur la pièce, et donc je suis tombé sur une première bande-annonce, à l'intérieur de laquelle je me suis dit: «Tiens, c'est il y a quelque chose qui est long à venir». Mmh. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs secondes qui s'écoulent, bon 30-45 secondes, où on voit, bien sûr, on voit les comédiens, on voit la lumière, on voit le décor, et cetera, mais je sentais que ça il y avait un peu de mal à ce que le sujet vienne. Et l'autre bande-annonce que j'ai vue, dont tu fais partie, ah là, je me suis dit: «Bah, voilà, là, on comprend tout, c'est rapide, on vous voit, il y a du jeu, il y a de l'enjeu», et comme quoi un support de communication, et c'est peut-être aussi ce qui a fait la différence si des programmateurs se sont inscrits pour déjà venir vous voir, c'est très important, quoi. Est-ce que vous avez eu l'occasion par hasard d'en parler de ça, de vos supports de communication, de ce qui était important pour vous à mettre à l'intérieur? Est-ce qu'elle a reçu des conseils? C'est vrai que cette bande annonce, était très efficace, et elle a nécessité plusieurs versions. Mmh. Mais parce que je pense que la vista de Gabriel s'est aiguisée, Ouais. depuis la version du funambule, et que maintenant, comme son travail, quotidien nécessite, le fait qu'elle regarde plein de bandes annonces, elle Ouais. sait instinctivement comment ça marche, Mmh. qu'est-ce qu'il faut comme élément, combien de temps il faut que ça dure, et cetera. Je pense qu'elle est plus claire avec elle-même, là-dessus, Mmh. et ouais, ouais, il y a eu plusieurs versions, et des fois, vraiment, c'était des nanosecondes. Il disait: «Mais non, ce mot-là, tac, on l'enlève. Mmh, mmh mh. Démarre la phrase plus tard. Cette musique, tac, il faut qu'elle démarre la moitié du mot, là». Ah oui, non, mais je te jure que ça fait un effet, c'est le jour et la nuit. La première fois, j'avais vu, quand on s'est écrit, je sais plus quand est-ce que c'était, en mars, quelque chose comme ça. J'avais vu cette bande annonce bien élaborée, et tout de suite, c'est aussi pour ça que j'ai souhaité vous rencontrer. Je me suis dit: le sujet est fort, l'équipe est, waouh, généreuse, ça va être très intéressant de parler du projet». Et en préparant du coup, mes questions pour aujourd'hui, il y a quelques semaines de ça, je tombe sur cette ancienne bande annonce et je me dis: «Mince, alors je retrouve pas
pas le même goût, mais je veux dire la même, simplicité dans l'efficacité de la bande annonce et je me dis: «D'accord, OK, bon j'ai dû voir autre chose» et puis je retombe du coup sur la celle d'après, mais il y a vraiment une véritable différence et c'est par ce genre de preuves-là que tu vois qu'un projet qui est même s'il a changé au fur et à mesure du temps, mais quand il est présenté, quand on a peu de temps pour le présenter, à quel point un bon support de communication finalement peut changer la donne, peut changer ce qu'on en raconte, l'expérience qu'on en retire après avoir vu juste quelques secondes de vidéo, quoi. Mmh. C'est le jour et la nuit. Donc Ouais, peut-être qu'on développera avec Gabriel, mais c'est très intéressant, quoi, de voir ça, de voir ces effets-là. oui, oui, et quelque part, heureusement, en fait, heureusement que le projet se solidifie, même dans sa communication, avec le temps, parce que Ouais. sinon ça donnerait une image aussi de stagnation, où tu as l'impression que le projet n'est plus vivant. Ouais. Ouais, mais ça m'intéresse, je me rappelle plus de l'ancienne bande-annonce, Bah, faudrait que je la regarde pour... j'essaie de te la renvoyer. Je sais pas si on te voit dedans, je pense Non, non, pas du non, moi coup. j'étais pas là à l'époque. Ouais. Raconte-nous comment tu as rencontré du coup, Gabriel? Parce que c'est quelqu'un qui prépare le projet, un projet qui va à Avignon et qui t'invite comme ça à faire partie de l'équipe. Comment ça s'est fait cette rencontre-là? Bah c'est ça, elle m'a invité comme ça, on s'est croisés dans la rue. Tiens, toi là, Toi? toi troubadour que tu es. Non, en fait, on jouait dans le même théâtre, à la Comédie Montorgueil. Elle a joué Le Père Noël est une ordure, qui se joue toujours d'ailleurs au théâtre du Gymnase maintenant. Mmh. Et puis moi, je jouais Les Salles d'attente de David Yol, euh, qu'on a joué pendant 3 ans. Et on se retrouve dans le même théâtre. Donc forcément, on se croise dans les loges, dans les coulisses, etc. Et puis un jour, je viens voir Le Père Noël est une ordure. Et puis elle m'a subjugué. Je fais, mais qui est cette personne? Je veux absolument faire sa connaissance. Elle a l'air d'être complètement timbrée, mais dans le bon sens du terme. J'adore les gens timbrés. Et puis bah, voilà, après on a bu un verre et tout, on s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs. Quand l'autre comédien qui jouait mon rôle ne pouvait pas assurer la totalité des dates au studio Héberto, c'est là que Gabriel m'a proposé. Donc moi j'ai sauté sur l'occasion, évidemment, parce que j'avais lu la pièce et que je la trouvais magnifique, et que travailler avec quelqu'un comme Gabriel, bah, c'était inespéré. J'en avais vraiment très très envie et besoin. Peut-être qu'on peut aborder, la manière dont vous avez financé le projet, Mhm, Avignon parce que c'est quand même un gros coût de mhm, financer tout ça, surtout avec des grosses équipes et même si, les chiffres ne nous intéressent pas mhm, forcément, c'est quand même intéressant de savoir comment vous avez fait, grande équipe que vous êtes, pour, mhm, anticiper sur les dépenses et se préparer comme tu le mhm. disais très justement, tout à l'heure. C'est vrai que c'est un énorme budget là pour le coup. C'est mon cinquième Avignon, et c'est le plus gros budget, clairement. C'est beaucoup d'apports personnels, Ouais. voilà, de la part de Gabriel. Mmh. Et un petit peu en fait de moi aussi, parce que j'ai créé une pièce l'année dernière, et l'argent que j'ai investi dans cette pièce et que j'ai récupéré, du coup je l'ai Mmh. réinjecté Ouais. dans Écouter leur silence. Mmh. Donc il y a de ça, il y a une part prod en scène production. Ouais. Qui a décidé de vous accompagner du Ouais, coup? ouais, ouais, ouais. Ouais. Parce qu'ils croient vraiment au projet aussi, hein. C'est pas qu'ils sont gentils, enfin ils sont très gentils, hein, c'est vrai, faut pas se mentir. Il y a à la fois un crowdfunding qu'on a mis en place sur le site d'Helloasso. Qui est toujours actif d'ailleurs. Tout à fait, Voilà, on jusqu'à peut vous fin juillet. supporter. Là, avec Gabriel, on va animer un team building, figurez-vous. Mmh. Voilà. Qu'est-ce que c'est un team building? C'est une boîte qui font appel à des comédiens, donc nous, pour faire de l'animation. Voilà, il va y avoir un jeu du loup-garou géant. 3 jours de loup-garou? 3 jours de loup-garou, ouais. Ouais, Ouais, vous allez ouais. pouvoir en pouvoir là, des villageois, des trucs, vous Ah, allez mais plus jamais jouer au jeu là. déjà là, on sature un peu là. Vous êtes combien sur le sujet? On est deux, Gabriel et moi. Alors attends, que je récapitule, puisque quand même, vous êtes 2 pour gérer un team building de 300 Ouais, ouais, personnes? ouais, ouais. Ouais, D'accord, vous êtes c'est un petit challenge, mais oui, c'est un challenge, oui. mais bon, pourquoi pas. On a déjà fait pas mal de théâtre immersif ensemble, sur des événements Halloween.
Ouais. Voilà et on a fait ça plusieurs années de suite et vraiment c'est trop bien, on adore. Comment une compagnie peut, se mettre à avoir ce genre «d'activité annexe» entre Mmh. guillemets qui répond à un besoin, puisqu'il existe Mmh. vraiment surtout, chez les privés, dans les entreprises qui ont besoin d'ateliers de théâtre, qui ont besoin d'animation, d'escape game, de Mmh. murder party, demain de team building fait par votre compagnie, enfin par toi et Gabriel. Comment est-ce que on décide qu'on va faire ça et comment on fait pour, heu, l'exécuter? Pour le coup, on n'a pas cherché. En fait, c'est des gens qui sont venus vers nous par le biais d'autres personnes, en fait, et cetera. Par le biais d'une comédienne qui est dans Écouter leur silence, qui connaît, en fait, l'un des organisateurs. Ouais. Voilà, elle pouvait pas assurer l'événement, Mmh. donc elle nous a proposé à nous. Donc bon, bah, c'est trop bien parce que ça nous permet justement d'avoir, des financements, en plus à Supplémentaire, injecter, dans Avignon. bien sûr. Mais comme j'imagine des réalisateurs ou vous, hein, si vous avez du matériel, vous pouvez faire, des captations, vous Tout pouvez à fait. faire du montage, vous pouvez, multiplier, les expériences, pour, gagner votre vie. Peut-être c'est ce que vous faites déjà, Oui, d'ailleurs? on a plein de fonctionnements différents, de sources de financement différentes Mmh. parce qu'en fait, on a décidé de multiplier nos activités et on n'est pas du tout, juste dans la production de pièces au sens classique du terme. Mmh. On a aussi multiplié les cordes à notre arc. Mais je te pose quand même la question de comment ça se passe puisque j'ai quelqu'un du coup qui peut, introduire ce sujet-là et la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que, vous vous êtes senti au début un peu perdu au tout début, hein, je veux dire les premières fois où vous faisiez ça, perdu par rapport au fait que, ben, en fait, c'est pas du théâtre, c'est pas juste de l'interprétation, faut organiser des trucs, chapeauter des trucs, être en contact avec l'entreprise, on sait pas faire ça. Mais comment vous avez réagi du coup au fait de ne pas savoir le faire et comment vous vous êtes rendu compte que finalement, bon, bah, ça se fait en fait? C'est pas trop posé cette question. Il y a vraiment un truc de sale gosse un peu, de ouais, ouais, OK, on y va, ouais. On nous propose, ce genre d'expérience. Bon, bah, les sales gosses en nous, OK, on y va. Surtout, l'immersif Mmh. autour d'Halloween, bon, bah, on est payé pour faire peur aux gens. Donc là, bon, bah, c'est que du bonus en fait, pour nous. Et puis en plus, on n'est pas filmé, donc on a moins cette pression-là Mmh. de et puis c'est de l'impro, beaucoup. Donc le fait d'être au contact en fait des gens, c'est hyper formateur, du Ouais. coup. Parce que c'est un marathon aussi, cet événement-là, c'était étalé sur, 4 jours, je crois, 4 ou 5 jours et donc bah, tous les soirs, de 20 heures à minuit, sans interruption. Mais on apprend beaucoup, voilà, ce métier différemment. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais et puis, moi je trouve ça cool de pas avoir rechigné devant l'exercice aussi parce que oui, effectivement, c'est différent mais, bah, tu sur le tas Mmh. finalement. Puis c'est en te mettant face à la contrainte de ne pas savoir comment les choses se font que tu finis par apprendre et que vous Mmh. pouvez l'exécuter et ce depuis plusieurs années de suite et Mmh. demain, dans un dispositif comme le loup-garou et en Mmh. plus et moi je trouve que c'est vraiment l'avantage de ce genre de format d'activité, c'est que d'une part, ça répond à un besoin. Mmh. Ensuite, il y a une satisfaction publique derrière. Généralement, quand tu fais bien ton travail, même si tu sais pas trop comment t'y prendre, si tu travailles dur et bien, dans la bonne direction, tu vas récupérer de la Mmh. satisfaction publique et c'est ce qui est le plus important pour toi et aussi pour la personne qui est ton commanditaire et qui fait Mmh. appel à toi pour ce fameux service. Ce qui est très chouette, c'est que ça participe positivement à la création ensuite dans les compagnies. Là, vous utilisez les fonds pour vous emmener à Avignon. Demain, vous pouvez vous en servir pour vous lancer dans une production, dans une création. Nous, on est très heureux parfois de proposer des activités qui nous rémunèrent, puisqu'il faut le faire, légalement, mais dont tout le reste va être réutilisé pour Mmh. nos créations, quoi et je trouve que c'est un modèle très vertueux parce que ça fait appel à plein de choses en même temps et Mmh. nous, comédiens, metteurs en scène, auteurs comme toi, peuvent tout à fait le faire. Bien sûr, être un bon communicant, et puis, bien présenter, savoir rassurer l'autre et avoir de l'empathie pour la personne qui est en face de toi, qui a besoin que le Mmh. projet fonctionne, c'est très important. Mais c'est à la portée de pas mal de gens à l'intérieur des projets artistiques finalement. Ouais, ouais, bien sûr et surtout, c'est l'essence même, en fait, pour moi, de notre métier. C'est cool d'être sur scène ou sur des plateaux, pardon, de tournage, mais vraiment, l'essence même, c'est d'être, enfin, vraiment comme des ménestrels, dans la rue et d'être, au contact, en fait, des gens, de les divertir, en fait. Donc que ce soit sur un plateau, que ce soit sur des tréteaux qu'on a montés ou que ce soit dans ce genre de configuration, ben, c'est vraiment ça notre métier. C'est vraiment, là qu'on apprend. Mais
c'est comme quand on fait du stand-up, bon, bah, il faut aller dans les chichas, il faut aller dans se taper des bides, au contact des gens. En fait, vraiment, c'est le patron, le public, hein, de toute façon. Tout à fait. Je te parlais d'intermittence tout à l'heure, sur le fait que je ne cours pas après ça. Par Ce que je contre, comprends tout à fait, hein, oui, oui, c'est un modèle, qui est pas, fait pour tout le monde et d'ailleurs complètement. aux US, ils ne bénéficient pas du système de Mmh, l'intermittence. Combien de personnes qu'on voit dans des rôles dans des séries continuent à avoir mmh, des jobs à côté et en fait, mmh, double big up parce que faut vouloir de non seulement se taper un job que pas forcément ton job de rêve et en mmh, plus continuer à construire une carrière, quoi que ça veuille dire, mais des aspirations à vivre de ce métier, ça demande d'autant plus de courage. C'est pas du tout la même mmh, chose de se motiver à devoir aller dans un travail que tu ne choisis pas mmh. nécessairement, que de devoir se motiver à aller récupérer des heures que tu as pas nécessairement envie de faire. Enfin, Ouais, je vois ce que ça, tu veux c'est dire, ouais. Mmh, chacun vit sa tambouille comme il le souhaite, quoi. Et tu ouais. parlais d'être heureux, tout à l'heure. Si toi, tu es plus heureux et tu t'épanouis plus en tant que comédien sans avoir à chercher des projets plus rémunérateurs, mais qui ont moins de sens pour toi, qui est en capacité Mmh. de te dire: «C'est pas toi qui as raison, c'est moi» ou un truc du genre, tu vois? Ah Donc oui, bien sûr, et encore une fois, tous les parcours sont viables et tous les parcours sont légitimes. Il y a pas de il y a pas de choses qui sont préétablies, en fait. mmh Moi, j'ai l'impression d'aimer ce métier, pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que l'argent, la gloire, la célébrité, tout ça, c'est pas des choses qui sont motrices pour moi. Par contre, le fait d'aimer vraiment, viscéralement ce qu'on fait, pour moi, c'est très, très important, et peu importe le temps que ça prend. Heu, Ça, c'est un truc que j'aimerais beaucoup, beaucoup dire, parce que il y a beaucoup de gens qui se mettent une pression, phénoménale par rapport à ça, et ils disent: «Mais oui, mais passé, 40 ans, voilà, si j'ai pas percé, bon, bah, tant pis, je fais autre chose, un plan B, le fameux plan B». Non, il faut continuer à travailler, et en fait, même à 80 ans, je suis persuadé qu'on continue d'apprendre, et on continue de se planter, et parce que, bah, si on choisit ce métier, ben, il faut accepter, la précarité, il faut accepter, que ce soit difficile, ou qu'on monte très haut et on chute très bas, tout de suite après. Bon, ben, voilà, l'essentiel est de rire un maximum pour moi. Voilà, c'est ça que ça que j'aimerais dire. Tant qu'on rit, tant qu'on a un énorme sourire sur son visage, tout va bien. Merci Zach. Écoute, je c'est pas le mot de la fin, mais c'est presque le mot de la fin parce qu'après ce que tu viens de dire, il y a pas grand-chose à ajouter, je trouve. Si ce n'est qu'on vous retrouve cet été à Avignon, mais où? Alors, à la Factory, Ouais, au Roseau Teinturier, OK. on Ce sera à quelle heure sera du coup? 15h10. Mmh. Ah, c'est parfait. 15h10, alors là, franchement, on Moins est de gens bien, quoi. couchés à 15h10 qu'à 23h quand même. Ouais. Est-ce que je terminerai pas par une, petite, citation, pour bien paraître un peu snob? Si tu Non, veux. non, non, mais c'est pour aller, bah, de toute façon dans le sens de ce que je disais, juste avant, et de garder cette enfance en soi, cette, curiosité, des autres. Voilà, parler des autres, admirer les autres. Moi, j'ai vraiment très, très envie d'admirer les autres, et peut-être que je peux conseiller, aux gens il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est, «Il faut pas demander son chemin à quelqu'un qui le connaît, parce qu'on risquerait de pas se perdre», et ça, c'est vraiment mon mantra, quoi. Est-ce que tu connais Les nourritures terrestres d'André Gide? Pas du tout. Lis ce bouquin, ça va te plaire, je Ah pense. oui? À l'intérieur, il y a une citation qui ressemble pas mal à celle que tu viens de dire, c'est: «De tous les chemins, j'ai choisi celui qui était le moins emprunté et c'est ce qui a fait toute la différence». J'adore, C'est pas mal, j'adore. c'est pas mal comme citation. Ah ouais, on fait une autre émission, Le Masque et la Plume, où, on se balance j'adore. Demain, un Com jour, il faut faire cette, André Gide, Les nourritures Les terrestres. nourritures terrestres. Merci pour, cette recommandation. Je vais faire, l'acquisition de cet ouvrage, dans un futur proche, Ouais, qui est très chouette. et puis, peut-être conclure en parlant, d'une compagnie qui mérite qu'on parle d'elle. C'est la compagnie des Ballons Rouges, et qui joue actuellement, Léocadia au Théâtre du Lucernaire. Mmh, Voilà, vraiment, allez jeter un coup d'œil, à leur travail. ouais. Ça vaut vraiment le coup. Merci beaucoup Zach. Merci Corentin, J'étais merci très beaucoup. content de te recevoir et puis j'espère que Écouter leur silence va recevoir un franc succès auprès des publics, mais aussi auprès des On professionnels va tout faire pour. et je pense que vous On êtes va tout très bien faire pour. partis.
pense que vous avez de bons supports, une bonne équipe, que Gabriel est à fond, vous êtes accompagné par une prod, et cetera. C'est très bien. C'est vraiment un terreau que la plupart des jeunes compagnies qui se lancent n'ont pas, ou en tout cas n'ont pas de manière aussi développée, et c'est très chouette. Et puis qui sait, peut-être qu'on recevra Gabriel dans un futur proche Ah ben je vous le souhaite. pour parler en détail et rencontrer cette tarée dans le bon sens du L'interview terme. va faire 3h30 par contre, parce que... Ah ouais? Ah oui, 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 Elle oh là tchatche là, beaucoup? C'est une énormément. tchatcheuse? C'est un podcast humain, hein, donc